Salut à vous et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Jams, le podcast qui parle Amazon, e-commerce et entrepreneuriat. Aujourd'hui, j'accueille sur le podcast Cyril Benz. Cyril a plusieurs casquettes, donc une première casquette de data marketer, c'est-à-dire qu'il prend de la data, notamment de la data des données clients, puis les met au service d'une stratégie donc marketing. Cyril fait aussi de la gestion de compte Amazon à la performance, donc ça veut dire que vous lui confiez votre compte Amazon en gestion et il se rétribue sous la forme de commission, une fraction du chiffre d'affaires généré sur le compte Amazon. Enfin, Cyril est également infopreneur, il propose des formations en lien avec la vente sur Amazon. Dans l'épisode du jour, on va parler de Chatbot Messenger, donc on va voir déjà ce que c'est, à quoi ça sert, comment ça fonctionne et comment les utiliser dans différents cas d'utilisation. Donc l'un d'entre eux, c'est par exemple donner accès à un lead magnet suite à un achat d'un produit physique. On peut utiliser les chatbots pour lancer des produits et doubler ses concurrents. Donc vraiment mettre en place des stratégies de lancement assez fines, vous allez voir, mais surtout qui permettent d'amener beaucoup de patates le jour J. Donc c'est très intéressant quand on veut lancer des produits dans des niches un peu compétitives. Et puis dernier cas d'utilisation, comment fidéliser ses clients. Donc les clients qui ont acheté un produit sur Amazon, comment les faire rentrer dans votre chatbot et derrière être capable d'entretenir une conversation avec eux et de leur proposer des produits futurs. Donc on parle de tout ça dans l'épisode du jour et vous allez voir, c'est très très riche parce qu'il y a vraiment beaucoup de cas d'utilisation qu'on peut trouver au chatbot Messenger. Avant de lancer l'interview, je me présente, je m'appelle Sylvain Boutry, je suis vendeur sur Amazon et fondateur de Jams. Alors chez Jams, on faisait de l'agence, mais c'est quelque chose que j'ai décidé de mettre en parenthèse pour le moment. Donc l'agence, c'est quand on prend en gestion un compte Amazon pour le développer, c'est quelque chose que je vais plus proposer à des nouveaux clients pour le moment. Par contre, on continue de proposer de l'accompagnement, donc ça s'appelle aussi du coaching, et aussi des formations. Donc si vous êtes intéressé par de l'accompagnement ou des formations en lien avec la vente sur Amazon, je vous donne rendez-vous sur le site Jams et ça s'appelle jamz.fr, jams.fr. Voilà pour l'intro, maintenant on lance l'épisode. Je vous souhaite une excellente écoute de ma conversation avec Cyril Benz. C'est là où ça devenait vraiment intéressant, c'est que pendant 4 ans, en fait, j'ai fait passer cette boîte-là de 14 millions d'euros de chiffre d'affaires à 24 millions d'euros de chiffre d'affaires, mais pas forcément en sortant des grandes théories, simplement en analysant les données et en trouvant en fait ce qui allait bien et de l'accélérer, et ce qui allait mal, d'essayer de l'améliorer. Et c'est la grande règle que j'ai appris, c'est qu'on sait pas, et que c'est les données en fait qui sont importantes. Le point, en fait, un peu négatif de ce parcours-là, c'est le fait que je déteste manager les gens. Je n'aime pas ça. Et quand vous devez manager une équipe de 24 commerciales derrière, c'est quelque chose que je n'aimais pas faire. Donc, j'ai démissionné en 2016 du poste. On a mis 1 an pour trouver mon remplaçant, qui est ma remplaçante. Et en 2017, je me suis mis à mon compte. Et dans des activités en fait qui se rapprochent de ce que je viens de vous dire là, en fait, qui sont autour de l'analyse de données. Et en gros, il y a un métier que j'adore faire qui s'appelle data marketer. C'est en gros, vous êtes tous assis en tant qu'entrepreneur sur des monceaux de données que vous ne savez pas en fait ni analyser, ni identifier comme des pépites et ni les activer derrière. Et mon métier, en fait, à la base, c'était de se dire, quand je me mets à mon compte, le marché m'attend, les petites entreprises m'attendent sur ce sujet-là, et je vais proposer mes services. Malheureusement, le marché m'attendait pas. Seules les grandes entreprises type L'Oréal, Dolce & Gabbana ont pris ce type de métier. Et c'est ma première activité, data marketer. Tu as quand même eu le nez creux parce que on va dire que le tourisme en 2020, c'est un peu plus compliqué. Il y a beaucoup moins de data, de ce que j'ai compris. Les gens ont voyagé beaucoup moins cette année. Donc, d'être parti du tourisme, c'était peut-être pas une si mauvaise chose. Mais donc, OK, c'est pas le data marketing qui a pris le relais. Donc, du coup, c'est à ce moment-là que tu t'es tourné vers Amazon ou que tu as découvert Amazon ? Alors en fait, dans le métier de data marketer, en fait, pour la plupart de mes clients, je suis ce qu'on appelle un pisse-roi. Ça veut dire qu'en fait, je ne m'emballe jamais sur leurs produits, je ne m'emballe jamais en fait sur leur stratégie. En fait, je ne veux que de la donnée pour faire de l'analyse. C'est là où c'est ma zone de confort, où je me sens à l'aise. Et en fait, j'avais un de mes clients qui était dans une situation qui était assez bizarre. C'est qu'il avait un site e-commerce où il avait un taux de transformation de 0,15%. Alors pour vous situer en fait ça, en France, c'est 1,87% la moyenne.
Donc, c'est-à-dire, si vous êtes en dessous de 1,87% de taux de conversion, c'est-à-dire que pour 100 visites, vous faites en moyenne à peu près 2 dossiers, si vous êtes en dessous de ça, vous êtes moins bon que la moyenne. Et lui, il était 10 fois moins bon que la moyenne. Par contre, les mêmes contenus, parce qu'en fait, il avait un plugin WordPress, les célèbres plugins WordPress qui envoient vers Amazon en fait les photos et vos contenus sur des fiches produits Amazon, transformés à 3%, c'est-à-dire 20 fois la performance de son site e-commerce. Et ça, en fait, moi, en tant que data marketer, c'est la piste que je dois étudier, c'est-à-dire de comprendre pourquoi, comment ça se passe. Et c'est à cette époque-là, en fait, que j'ai découvert un univers. Et c'est là où je vous dis, en fait, la donnée est super importante. C'est qu'on est toujours tous, les uns et les autres, avec des a priori. Et moi, les marketplaces, c'est un a priori négatif en disant, c'est pas intéressant, je veux du SEO, je veux de la pub Google, je veux machin, etc. Et je veux un site de e-commerce. Et j'ai commencé à gratter pour comprendre pourquoi Amazon était plus performant en fait que la plupart en fait qu'un site de e-commerce. Et c'est là où en fait j'ai une sorte d'illumination parce que je voulais travailler avec des PME, PMI, des TPE, PMI parce que je voulais en fait les aider à rentrer dans le monde du digital. Et seules les grosses entreprises venaient. Et là j'ai trouvé une clé qui est la clé d'Amazon où c'est peu coûteux, enfin en tout cas moins coûteux, plus performant qu'un site de e-commerce pour pouvoir en fait avancer. Et en fait, en me renseignant dessus, je vais citer 3 chiffres. Alors, si je cite trop de chiffres, faut pas hésiter à me le dire. Mais il y a en fait 3 chiffres en France qui étaient super importants. C'est quand on regarde, il y a une étude de la FEVAD qui est super bien faite. Je vous invite tous à aller vous tapez FEVAD, vous trouverez en fait le site de la FEVAD, où Sylvain le mettra en lien en fait sous son post. Mais je lui donnerai en fait la synthèse. Il y a une étude de la FEVAD qui sort chaque année sur ce que c'est que le e-commerce en France. Donc c'est un organisme officiel, la FEVAD. Et en gros, pour faire simple, alors là on est entre deux eaux, mais en fait sur l'année 2019, en fait on a fait 92 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Et on s'aperçoit en fait que seulement 5% des sites internet ont fait 90% de ce chiffre d'affaires. Ce qui veut dire que tous les gens qui font des sites de e-commerce sont déjà en fait avec entre guillemets pour eux une erreur, c'est qu'ils ont une toute petite part de gâteau avec beaucoup de monde dessus. Ça, c'est le premier sujet. Donc, ce chiffre de 92 milliards, c'est ça, c'est le chiffre d'affaires de tous les sites de e-commerce en France. Et en France, en fait, il y a 180 000 sites de e-commerce en France. D'accord. Qui ont fait 92 milliards d'euros de chiffre d'affaires, et seulement 9 000 sites font 90% de ce chiffre d'affaires. D'accord. Et en gros, c'est là où, quand on fait cette analyse-là, la première erreur que la plupart des gens font, c'est quand ils veulent faire aller faire de la vente en ligne, ils créent un site web. Alors qu'en fait, quand on regarde en termes de chef d'entreprise, en fait, c'est comme s'ils disaient, on va dans l'endroit où il y a le plus de monde et le moins de parts de gâteau à se partager. Et de l'autre côté, en fait, quand on descend sur cette étude-là, on s'aperçoit qu'Amazon fait 20% en fait part de marché. Donc ça, c'est le deuxième sujet, c'est-à-dire qu'elle a 2 fois plus de parts de marché qu'un simple site de e-commerce, premier sujet. Et quand on descend un tout petit peu dans l'étude, on s'aperçoit qu'en fait, il y a seulement 30% des sites de e-commerce qui sont présents sur Amazon, soit 3 fois moins de concurrents. Et en fait, c'est ce que je pose à chacun de mes clients quand ils viennent, en leur disant, voilà, vous avez le choix, une toute petite part de gâteau avec plein de monde, ou 2 fois plus de parts de gâteau avec 3 fois moins de concurrents. Qu'est-ce que vous préférez ? Mais sans parler d'Amazon. Et généralement, on va sur Amazon. Ça, c'est le premier élément. Et en data marketing, ce qui est vraiment intéressant, c'est la deuxième partie, c'est ce que je te disais, quand je me suis aperçu que quelqu'un avait 20 fois plus de performance à même contenu, donc il était à 3% de taux de conversion, je me suis dit, mais comment en fait, pourquoi en fait ça se passe comme ça ? En fait, il y a plusieurs éléments. Il y a un premier élément en fait qui est l'élément de fiches produits. En fait, les fiches produits sont optimisées au maximum. Et en gros, pour un e-commerçant, c'est super, enfin entre guillemets, c'est super simple. Il y a 7 photos, un titre, 5 puces, et on a juste à réfléchir à ça. Alors que sur un site de e-commerce, vous avez à réfléchir à plein de problématiques techniques. Il y a plein d'éléments. Et en fait, vous devenez focus sur des problématiques techniques au lieu d'être focus sur votre produit qui est votre cœur de sujet. Et Amazon vous permet de rester focus sur votre produit. Et donc, ça, c'est le premier élément qui est important. Après, il y a le deuxième élément qui est bien évidemment la partie, comment on va appeler ça, la partie confiance. Et en fait, on ne fait pas confiance à votre marque, on fait confiance à Amazon quand on achète sur Amazon. Et ça, en fait, ça a une énorme valeur parce que ça fait des années qu'ils le travaillent, alors que quand vous êtes sur un site de e-commerce, vous ne l'avez pas forcément travaillé, vous êtes une marque inconnue.
Et c'est ça qui fait qu'on a une moyenne sur Amazon de 5,14% de taux de conversion. C'est-à-dire qu'en moyenne, en France, donc ça c'est une donnée qui est la donnée Kantar, c'est un autre système d'études. Vous tapez Kantar, pareil, vous allez voir, c'est un très bon site avec plein d'études. La moyenne est de 5,14%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand quelqu'un vient en fait sur une fiche produit, sur 100 clients qui viennent, enfin 100 contacts, vous avez 5 ventes. Et ça, c'est le deuxième élément qui est super important en e-commerce, c'est que votre taux de conversion est 3 fois supérieur à celui en fait d'un site de e-commerce. Et ce qui a validé le fait que je me lance en fait en deuxième activité sur Amazon. Et ce que je voulais en fait absolument en fait gérer, c'est ce qui était l'élément un peu différenciant par rapport à des agences web initiales, c'est de dire que je me lie en fait aux gens à la performance. Ça veut dire qu'en gros, je touche un pourcentage sur le chiffre d'affaires de mes clients. S'ils font rien, je touche rien. S'ils font quelque chose, je touche quelque chose. Et en gros, ça m'a permis de toucher les PME, PMI pour leur apprendre ce que sont les règles du jeu du e-commerce avec un élément simple qui est un écosystème comme Amazon qui est globalement beaucoup plus simple qu'un système de e-commerce. Et ça, c'est la deuxième activité où en fait, j'ai pris mon pied à accompagner des gens en leur expliquant comment rendre visible, comment améliorer le taux de clic. Ce que tu parles dans une de tes vidéos, en fait, les deux types de taux de conversion, taux de clic, comment on amène des gens à cliquer sur votre annonce pour venir sur votre fiche produit et comment on amène des gens sur la fiche produit à acheter. Et en fait, c'est un mini écosystème d'un site web, mais sur une simple fiche produit. Et c'est beaucoup plus simple à faire comprendre à quelqu'un en faisant quelques tests, en lui montrant comment améliorer ça. Et c'est là où, en fait, j'ai adoré cette partie-là. Je l'adore toujours. Je sélectionne mes clients par rapport à ça parce qu'il y en a beaucoup, en fait, qui viennent en faisant des tests produits. Et c'est toujours intéressant. Mais voilà. Donc, dans mon activité, j'ai créé une deuxième activité il y a 2 ans de ça, qui est autour de la performance Amazon. Et la troisième qui permettra en fait de faire la transition sur un élément en fait qui était important, en fait, qui est l'infoprenariat, où en fait je passais mon temps à expliquer à mes clients pourquoi on fait ça, comment on fait ça, et je me suis dit pourquoi pas transformer ce pourquoi et ce comment que j'explique dans des réunions visio, des choses comme ça, en petites formations en fait les unes derrière les autres pour expliquer en fait et améliorer les stratégies commerciales en fait de mes clients. Et c'est comme ça qu'a commencé la troisième activité, qui est le côté infopreneur. D'accord, oui. Ouais, ce dont on va parler aujourd'hui, mais simplement pour revenir, c'est vrai, tu vois, on peut reprocher à Amazon, ils me prennent 15% de mon chiffre d'affaires, TTC en plus, donc ils prélèvent même de l'argent de l'argent qui n'est pas à moi, de la TVA qui appartient à l'État. Mais il faut bien comprendre qu'Amazon te vend donc une source de trafic énorme, mais te vend aussi tous ces problèmes techniques que tu n'as pas. Te vend en fait ce que tu as expliqué, ce focus sur simplement le tunnel de conversion sans se poser la question en combien de secondes se charge la page, est-ce que mon bouton est aligné avec le formulaire, etc. Enfin, plein de questions qui se posent sur ce que tu expliquais, sur des sites e-commerce où il y a plein d'aspects techniques qu'il faut maîtriser, sans quoi le site e-commerce ne peut pas fonctionner ou certainement pas à son potentiel maximal. Et Amazon règle énormément de questions, sans compter bien sûr toute la partie logistique qui est juste monstrueuse, que quand on commence à faire du volume et avoir des commandes, il y a vite des questions très très velues qui se posent en termes de logistique. Et Amazon offre en effet quelque chose de clé en main et de très facile finalement pour tout à chacun pour vendre en ligne des produits physiques. Il y a juste un élément en fait qui est important en fait à avoir par rapport au coût. J'ai toujours ce débat-là parce qu'effectivement la plupart des gens rentrent en disant ouais mais il y a une commission d'Amazon. En fait, ce que je leur invite à faire, et pareil, je sais que je sais pas, c'est mon métier. Donc en fait, je prends des données pour faire une analyse à froid en fait de ce qui est le plus rentable. Ce qu'ils doivent faire en fait, c'est s'ils ont un site de e-commerce, c'est de faire en sorte d'avoir 3 éléments en fait, tous les coûts qui sont liés à leur site web, tous les coûts de publicité, tous les coûts de logistique, en fait l'ensemble de tous les coûts qui sont en phase et de les comparer à des coûts comme Amazon. Et ils vont s'apercevoir, en fait, je n'ai croisé qu'un seul client pour l'instant qui était meilleur sur son site de e-commerce que tous les coûts engendrés par Amazon. Pourquoi ? Parce qu'on s'aperçoit pas en fait que la publicité Facebook, que la publicité machin, on en parlera sûrement après dans le cycle client, mais quand les gens arrivent sur Amazon, ils sont là en acte d'achat.
Donc en fait, ils ont déjà passé le cap, alors que nous, on est obligé sur un site de e-commerce de travailler la notoriété, toute une série de choses qui sont en amont, en fait, où on paye de l'argent dans des phases clients en amont, alors que quand on paye de l'argent sur Amazon, on ne paye de l'argent que pour le dernier partie du funnel de transaction, qui est, on doit leur vendre un produit parce qu'ils veulent acheter. Et la commission d'Amazon, même ces 15 pions-là, en fait, additionnés avec toutes les publicités qu'on peut faire sur Amazon, je suis désolé, mais j'ai vu quasiment, à part un client, être plus rentable à l'extérieur avec son site de e-commerce que sur Amazon. C'est pas pour vendre Amazon. J'invite tous les auditeurs, en fait, à faire ce calcul-là, de calculer le nombre de publicités. On parle de SEO, le temps qui passe sur le SEO, le temps qu'ils vont passer sur la pub, les coûts qu'ils ont, et de les comparer à un coût Amazon. Et ils vont s'apercevoir que normalement, à part s'ils sont hyper efficaces, au départ, c'est plus intéressant de partir sur un Amazon puisqu'il y a en plus moins de compétition. Je rajouterai un dernier élément en fait sur ces parties-là. Sur Amazon, il y a une autre notion qui est en fait la difficulté qu'on a de tester un produit. C'est une notion qu'on prend pas en compte en fait au départ et que je trouve super pertinente, surtout pour des startups, des choses comme ça, mais pour des nouveaux produits aussi. C'est que j'ai plein de clients en fait qui ont passé du temps à créer leurs produits, qui mettent un site internet et qui mettent énormément de temps à essayer de le rendre visible pour commencer à faire quelques ventes. Avec Amazon, quasiment en 1 mois ou 2 mois, vous savez si votre produit il est bon ou il n'est pas bon et qu'il est adapté au marché. Pourquoi ? Parce que les premières ventes que vous allez faire dessus, vous allez avoir le retour quasiment direct des clients puisqu'ils vont soit faire des commentaires positifs, soit généralement des commentaires négatifs si vous avez une problématique fonctionnelle. Et Amazon a ceci d'intéressant qu'à 20% de part de marché, si vous mettez votre fiche produit, en 2 à 3 mois, vous savez tout de suite si votre produit est en adéquation avec le marché. Alors que si vous faites votre site web, le temps, en fait, que vous allez, entre guillemets, perdre, c'est pas le bon terme, mais j'en ai pas d'autre pour l'instant, à créer de la visibilité, en fait, pour trouver la bonne audience, pour que les gens fassent confiance à votre site internet, pour qu'ils achètent et qu'ils vous fassent un retour, c'est peut-être 6 mois, 7 mois avant de commencer à faire quelque chose avec, alors qu'Amazon va directement. Donc, même si dans la stratégie, parce qu'il peut avoir des choses qui sont, c'est pas la bonne image par rapport à Amazon, par rapport à mes produits. Ce qui est vraiment, moi, super pertinent, c'est de lancer des fiches produits sur Amazon, de se concentrer sur l'argumentaire fiche produit et de tester le marché et de faire sa V1, sa V2, sa V3 éventuellement sur ces fiches produits. Allez, j'arrête parce que sinon je pourrais parler des heures là-dessus. À ce niveau-là, la seule chose que j'ajouterais, c'est il faut simplement que le produit corresponde à un mot-clé qui est déjà tapé. Oui. J'ai en tête une boîte à histoire, c'est la marque L'Unique, qui est une marque française. Et tu vois, aujourd'hui, ils vendent sur Amazon, ils vendent bien de ce que j'avais vu. Enfin, ils ont un concept qui est assez unique, mais tu vois, personne avant d'avoir entendu parler de ce produit, je pense, ne va sur la barre de recherche Amazon et tape boîte à histoire pour mes enfants. Parce que tu vois, c'est pas un mot-clé sur lequel il y a du trafic. Donc c'est un peu la limitation où tu vois le pendant, c'est si tu as un produit qui n'est pas aujourd'hui catégorisé ou identifiable à un mot-clé ou à une expression, enfin bref, voilà, tu auras du mal à avoir de la visibilité même sur Amazon parce que voilà, ça s'y prête pas, c'est un moteur de recherche et donc il faut des mots-clés. Mais par contre, si tu lances une nouvelle boisson, disons, à base de thé ou je sais pas quoi, enfin, tu pourras forcément te rattacher à des volumes existants. Enfin voilà, donc il y aurait simplement cette précision que je ferais. Non, oui, je suis d'accord avec toi. En fait, Amazon n'est pas là pour innover en tant que tel. C'est du marché de masse, donc en gros, ça respecte les règles du marché de masse. Après, j'atténuerai simplement l'élément, en fait, c'est que même sur du produit innovant, en fait, c'est ce que je disais, c'est que, en fait, il y a une chose qui est intéressante par rapport à Amazon, en dehors des cas atypiques d'image de marque. Je sais pas moi, des trucs ultra écolo, qui veulent pas être considérés dans le monde capitalistique. Effectivement, c'est un peu délicat d'aller sur Amazon, mais même une startup avec un produit dit innovant, en fait,
a tout intérêt à créer sa fiche produit sur Amazon, même si c'est peut-être pas son canal de prédilection, et après éventuellement d'envoyer en fait les gens sur Amazon. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a un élément de sécurité. C'est-à-dire que en faisant du trafic extérieur pour amener les gens on peut expliquer que sur Amazon, c'est un univers en fait où Amazon protège son client avant de protéger le vendeur, et donc ils achètent en toute confiance. Alors qu'une startup avec un nouveau produit, à part une communauté ultra restreinte, mais qui s'adresse pas à Amazon, en fait, effectivement, on a tout intérêt à créer cette fiche produit. Mais je suis d'accord avec toi que si on est là pour faire du chiffre d'affaires rentable, la seule chose qui prime sur Amazon, c'est d'être visible sur le moteur de vente. Ça correspond à 60% du trafic à peu près, en dehors des fiches produits, des autres. Et donc, en fait, effectivement, c'est tous les mots-clés qui vous amènent de la visibilité sur votre fiche produit et qui amènent cette visibilité à faire des ventes. Et une fois que ces ventes, vous rentrez dans le cercle vertueux vous êtes de plus en plus visible. Donc, de plus en plus visible, vous faites plus de ventes. Ouais. Alors, je vais rebondir là-dessus parce que justement, c'est le thème de l'épisode, c'est d'accélérer, d'amplifier ces ventes sur Amazon, et notamment donc via un chatbot. Mais avant de vraiment rentrer dans tout ça, je voudrais qu'on parle de pourquoi un chatbot, en fait, ou plutôt c'est quoi le problème avec Amazon, parce qu'on a donné des avantages, mais finalement quand on parle d'audience, de clients, quel est le problème que pose Amazon ? En fait, si on prend du recul par rapport à Amazon et qu'on regarde ce que c'est qu'une stratégie commerciale, et donc de manière un peu plus particulière une stratégie e-commerce, en gros on s'adresse à ce qu'on appelle un cycle client. Le cycle client, c'est quoi ? Ça correspond à des étapes qui vont de je fais connaître ma marque, puis je fais connaître mon produit, puis, en fait, je fais de la prospection, c'est-à-dire que je récupère les coordonnées de la personne normalement pour la travailler derrière. Puis, je fais la première acte de vente, la conversion. Ensuite, on est dans la partie consommation, c'est-à-dire comment j'utilise le produit. Ensuite, la fidélisation, puis la recommandation. Ça, c'est le cycle normal d'une stratégie commerciale. Et à chacune de ces phases-là, en fait, on a différents outils, différentes actions, différentes stratégies à mettre en œuvre. Ce qui est à la fois super intéressant parce que ça nous fait dépenser moins d'argent et on est donc plus rentable sur Amazon, c'est qu'en fait, la seule chose qu'on travaille dans ce cycle client sur Amazon, c'est la conversion. C'est-à-dire que les gens rentrent dans le moteur sur Amazon pour acheter. Donc, on ne travaille dans les phases du cycle commercial que la phase de conversion. D'où le fait des économies de coûts qui sont derrière en face. On ne travaille pas la notoriété, on ne travaille pas, même si on a notre marque avec les private labels et les choses comme ça, en fait, faut pas se leurrer, c'est pas notre marque que les gens achètent, c'est le produit. En fait, c'est la réponse à une problématique qu'ils achètent. Donc, ils ont cherché, comme tu le disais tout à l'heure, avec un mot-clé, ils ont trouvé une fiche produit qui était intéressante pour eux, ils ont cliqué dessus, ils ont acheté, et ils font confiance à Amazon pour, au cas où il y a un problème, se faire rembourser, etc. Ça, c'est la première chose. La problématique, c'est que en fait, pour se sécuriser soi-même, en fait, il faut qu'on maîtrise notre audience, qu'on maîtrise en fait une base de données derrière. Et en fait, tout le sujet se trouve là. C'est-à-dire que, en gros, dans un premier temps, on peut se lancer sur Amazon en faisant de l'acquisition parce qu'on n'est pas propriétaire de notre fichier client. En fait, c'est le fichier client d'Amazon, donc on n'a pas le droit de l'exploiter commercialement. Et tout le sujet, c'est comment on fait pour récupérer les coordonnées de ces gens-là pour nous, en fait, les analyser, les activer ou les utiliser pour autre chose derrière. Et d'où en fait la notion du bot messenger qui nous permet en fait de jouer sur tous les éléments du cycle client qui vont de la notoriété jusqu'à la recommandation, parce qu'en fait la première marche de la chose, c'est de récupérer les coordonnées de la personne. Et alors pourquoi en fait on propose pas forcément d'email, on propose un bot, c'est que le bot messenger a ceci d'intéressant, c'est que les gens n'ont pas l'impression de donner leurs coordonnées, de donner l'adresse email et de se faire spammer derrière. Donc, ça multiplie par 10 le taux en fait, ce qu'on appelle le taux de conversion, mais d'abonnés, en fait. C'est-à-dire que si vous dites à une personne, donnez-moi votre adresse email, vous aurez 10 fois moins de gens qui vont vous donner l'adresse email que si, en fait, vous leur dites, demandez à notre bot de télécharger notre e-book, par exemple. Et les gens, quand ils vont rentrer sur le bot Messenger, en fait, vont nous autoriser à communiquer avec eux, puisqu'en fait, ils rentrent dans notre bot. Ce qui fait qu'on récupère les coordonnées de la personne. Et après, on peut retravailler tout notre cycle client. Et c'est là où ça devient super intéressant. C'est que par rapport à d'autres concurrents, en fait, sur Amazon, qui ne travaillent que de la publicité Amazon, que leur fiche produit et que la visibilité, c'est-à-dire l'organique sur Amazon, nous, en fait, on va amener
une chose supplémentaire, c'est qu'on va pouvoir amener du trafic extérieur sur cette fiche produit ou se sécuriser au cas où on a des problèmes avec Amazon pour reprendre le trafic qu'on a récupéré, les coordonnées, pour les envoyer vers un site de e-commerce en face sur un programme de fidélisation ou des choses comme ça. Super. En fait, le bot est là pour récupérer, c'est le premier objectif, le moyen de recontacter cette personne pour lui faire connaître nos produits, pour lui faire connaître en fait notre programme de fidélisation, pour lui demander en fait un avis, c'est-à-dire de partager notre avis, alors qu'on ne peut pas le faire normalement ou moins le faire avec Amazon. Je mets des bémols sur le sujet, il y a des techniques dessus. Ça reste de plus en plus compliqué. Amazon coupe de plus en plus le lien entre les vendeurs et les acheteurs. Maintenant, ils ont encore remis une couche là au mois de novembre pour cadrer encore plus voilà, les contacts entre vendeurs et acheteurs. Et on sent vraiment bien que, de toute façon, ils parlent toujours de clients d'Amazon. Ce ne sont jamais les clients des vendeurs et ils cherchent vraiment à mettre le maximum de distance. Donc, en effet, d'où l'intérêt de chercher à annuler cette distance pour avoir un peu plus de contrôle, comme tu le disais. Alors, simplement, avant d'avancer, on va passer au travers de différents scénarios d'utilisation possibles. J'aimerais simplement qu'on revienne sur, pour quelqu'un qui a jamais interagi avec un chatbot, à quoi ça ressemble, ou disons quelqu'un qui a acheté un produit sur Amazon, quelle est l'étape pour qu'il rentre en communication avec le chatbot qu'on a mis en place. Est-ce que tu pourrais un peu décrire l'expérience utilisateur, qu'est-ce que c'est qu'un chatbot Messenger? Alors déjà, c'est quoi déjà un chatbot? Et ensuite, en fait, je parlerai sur Messenger. Alors, un chatbot, c'est quoi? C'est une sorte d'automate auquel vous allez en fait le programmer. Alors, quand je dis programmer, il n'y a pas besoin de notion de développement. C'est juste de comprendre en fait que si une personne dit quelque chose, l'automate va répondre telle chose. Donc, en fait, c'est action A, réponse B. Donc c'est pour ça que j'ai préféré en fait orienter en fait mes clients vers les chatbots, parce qu'en fait il n'y a pas besoin de notion de développement. Donc un chatbot, c'est quoi? C'est un système qui attend des gens, une action de gens, donc vos clients, et en fonction de cette action va faire telle action lui. Et en fait c'est on va faire comme au basket, action-réaction. C'est en gros à chaque fois qu'une personne va réagir, le bot va faire une autre action, la personne va réagir, va faire une autre action. Donc en gros, par exemple, on va dire, le bot va dire bienvenue, bonjour, est-ce que vous êtes un client? Oui, non. Oui, hop, ça va faire tel message. Vous avez le droit à votre programme de fidélité. Voilà le programme de fidélité. Non. Est-ce que vous voulez découvrir en fait notre catalogue? Oui. Voilà notre catalogue. Et en fait, vous programmez des séries de messages ou des séries d'actions de votre bot qui attendent une action de la personne. Ça, c'est les chatbots. Pourquoi Messenger? En fait, il existe l'univers des chatbots de manière générale qui ne sont pas connectés à Facebook. Moi, ce qui m'intéresse avec Facebook, c'est d'allier la puissance en fait. Je pense que tu as des chiffres. Oui, j'ai des chiffres, mais d'allier la puissance en fait d'un Facebook où en fait quasiment tout le monde a un compte Facebook avec son compte Messenger en face. Mais je vais prendre l'exemple des emails. Quand on envoie un email, on est sur un taux d'ouverture de 20%. C'est-à-dire qu'en fait, vous envoyez un email à quelqu'un, vous avez globalement, si vous n'êtes pas mauvais, 20% de taux d'ouverture et vous êtes sur 5% de taux de clic. Et 5% de taux de clic. Alors, c'est plus ou moins, etc., etc. Ça, c'est les moyennes nationales. Sur un scénario de chatbot, vous êtes entre 78 et 80% de taux d'ouverture et vous êtes entre 40 et 50% de taux de clic. Pourquoi? Parce qu'en fait, les gens en fait ne sont pas encore saturés sur Messenger. Ça commence à venir parce que de plus en plus d'entreprises rentrent, mais ne sont pas. C'est un canal pour eux qui est encore un canal dit amical, dans le sens où ce sont leurs amis en fait qui parlent là-dessus. Alors que nous, grâce au bot, on va pouvoir leur parler à eux parce qu'ils nous ont autorisé à le faire sans forcément même s'en rendre compte. En fait, c'est en répondant juste oui pour pouvoir télécharger par exemple un e-book, ils vont le récupérer. Donc ça, c'est un premier élément. Donc déjà, en termes de ratio d'interaction, 20% pour un email, 78% pour un messenger, c'est déjà top. Mais en plus, ce qui est important avec Facebook, c'est que quand vous allez vouloir ce qu'on appelle scaler, ça veut dire quoi? Ça veut dire augmenter, en fait, une fois que vous avez bien généré vos scénarios, en fait, de bot messenger, de faire entrer des gens et qu'à la sortie, ils visitent vos fiches produits et qu'ils achètent, vous allez vouloir scaler. Et en fait, ce qui est assez intéressant, c'est de connecter à ça de la publicité Facebook. À terme, je dis pas au départ, mais à terme. Et là, en fait, vous allez scaler parce que vous allez renvoyer de plus en plus de nouveaux clients en fait à l'intérieur
de votre bot Messenger qui, lui, va réagir en fonction des gens qui rentrent. Et ces gens-là, vous allez les amener en trafic extérieur, ce qu'adore Amazon en plus, en trafic extérieur sur vos fiches Amazon. Mais au milieu de ça, eh ben, vous avez récupéré les coordonnées. Et c'est là où ça devient super intéressant, même avec de la publicité Facebook. C'est pour ça que j'insiste sur le Messenger. C'est que c'est en retail, vous avez le Google Shopping qui est intéressant, mais rien n'empêche de le renvoyer vers aussi le bot Messenger. Mais là où vous faites le plus de ventes en retail, c'est bien évidemment les publicités Facebook, parce que vous allez aller super loin dessus. Et là, il y a quelque chose qui est intéressant, c'est qu'au lieu de faire une pub qui envoie vers votre fiche Amazon, où c'est un inconnu qui a cliqué, qui reste un inconnu, qui reste sur votre fiche produit, là, vous le faites passer par le bot Messenger, ce qui devient pour vous, en fait, un contact que vous pouvez travailler sur la première publicité, donc votre premier produit, mais rien ne vous empêche de le travailler sur votre deuxième, votre troisième, votre quatrième produit. Ce qui fait que vos coûts d'acquisition que vous essayez de baisser, mais vous les baissez même au niveau de la publicité. Et c'est pour ça qu'en fait, on parle de chatbot Messenger, parce qu'on sait que la plus grosse audience, en fait, c'est les chatbots, c'est Facebook, et que Facebook, son outil de prédilection, en fait, qu'il valorise, parce qu'on reste dans l'écosystème de Facebook, c'est Messenger. Et c'est pour ça qu'en fait, on reste là-dedans. Tout ce qu'on va envoyer comme trafic extérieur, il va nous diminuer notre performance, alors que comme on reste dans son écosystème, mais il augmente notre performance et notre visibilité. Et c'est là où ça devient intéressant, c'est que c'est un outil où vous n'avez pas besoin d'être un gros développeur, juste un tout petit peu de créativité sur la façon dont vous écrivez vos messages, mais c'est tout. De l'autre côté, vous êtes sur un système Facebook qui a je ne sais plus combien de milliards de gens en fait qui sont connectés dessus, avec un système où vous pouvez adresser n'importe qui en France, en Allemagne, en Angleterre, etc., etc. Et c'est un super début que vous pouvez connecter à Google, à votre site internet, etc., etc. D'où le fait d'un chatbot Messenger. Comment en fait ça apparaît au niveau visuel pour les gens? En fait, c'est un truc qui est tout bête, c'est que c'est l'application Messenger. Alors, pour ceux qui connaissent pas, en fait, c'est comme une messagerie SMS, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, imaginons que vous êtes sur Amazon, vous avez un petit flyer avec un QR code. Le QR code vous amène directement sur une interface, en fait, avec un message où le premier message du robot, ça va être « Bienvenue, on vous connaît pas. Est-ce que vous désirez avoir votre bonus ?» Là, il y a une petite question oui/non, en fait. Oui, tac. Et là, c'est là, à ce moment-là, où s'enchaînent les différents messages. Donc, c'est un peu comme une interface pour ceux qui connaissent pas Messenger. Je vous ferai ça super simple, comme un SMS, en fait. C'est-à-dire que ça vous ouvre une interface de SMS où vous avez le premier message du bot qui incite à ce que vous répondiez. Quand vous répondez vous, en fait, ça envoie le deuxième message, etc., etc., etc. Et c'est une suite de messages au fur et à mesure. Et tous ces messages sont donc, enfin, on les rédige en amont. C'est pas le chatbot fait de la conversation avec de l'intelligence artificielle ou quoi. C'est simplement on fait passer les gens au travers d'un tunnel de différents chemins en fonction de leur action. C'est un peu un livre dont vous êtes le héros, si on veut, pour ceux qui ont connu cette époque-là. Exactement, ouais. Et voilà, bien trouvé. On envoie les gens là où on veut. Et donc, on va parler de différents scénarios que les gens peuvent suivre, enfin, et qui se retrouvent dans la formation chatbot Messenger aussi que tu proposes. Et le premier, c'est l'accès au lead magnet, téléchargement d'e-book. Alors, peut-être tu pourrais en tout premier expliquer à quoi ça sert de proposer un lead magnet, un téléchargement d'e-book, et comment fonctionne ce scénario. En fait, la première chose, pourquoi en fait j'ai mis en place ce scénario-là, c'était pour répondre à deux problématiques différentes. Il y avait une première, c'est que la plupart des gens, en fait, pour faire un élément différenciant sur leur fiche produit, mettaient en place un e-book, ce qui est une bonne stratégie, qui devient de plus en plus utilisé. Donc, je leur conseille d'aller peut-être voir vers l'univers des vidéos, des mini-formations et des choses comme ça, mais ça peut le faire la même chose avec un chatbot. Mais en gros, l'idée, c'était de dire, quand vous proposez en fait un e-book sur votre fiche produit, comme Amazon bloque de plus en plus l'envoi des emails en automatique derrière et qui veulent pas créer de site web pour pouvoir télécharger l'e-book, etc., etc., que le bot puisse interagir avec les gens pour leur donner le lien de téléchargement, pour que nous on récupère les coordonnées et que eux en échange on récupère, en fait on leur envoie le lien de téléchargement. C'était le premier objectif, c'est-à-dire de dire ok, vous avez un souci en fait de dispositif, c'est-à-dire que vous avez mis en place un e-book mais vous n'avez pas de moyens sûrs
Quand je dis sûr, c'est-à-dire d'être certain que l'e-book sera téléchargé par la personne. Parce que généralement, on met ça, et puis en fait, comme tu le disais, jusqu'au mois de novembre, en fait, on pouvait envoyer, entre guillemets, pour faire simple, des emails où en fait, on avait le lien de téléchargement. Sauf que de plus en plus, maintenant, en fait, Amazon bloque en fait ces systèmes-là, et en fait, on a un mécontentement des gens qui disent, bah, vous m'avez dit que je recevais un e-book, et en fait, je le reçois pas. On le voit sur les avis, hein. J'ai déjà vu plusieurs fois des avis produits qui disent 1 étoile, il est où mon e-book, je l'ai pas reçu. Il a certainement été envoyé, mais il a été filtré par Amazon en l'occurrence, ou la personne n'a pas vu passer l'email. Ça arrive à tout le monde de rater un email. Et c'est vrai que j'ai même déjà vu voilà, l'effet inverse, les gens qui sont mécontents parce qu'ils n'ont pas reçu leur e-book promis. Donc avec le chatbot, on est sûr, voilà, on fiabilise leur accès, quoi. Exactement. Et en fait, dans le scénario, en fait, c'est ce que j'explique. Je leur dis, ben, en fait, on va intervenir au moment de ce qu'on appelle la consommation dans le cycle client. On va intégrer un flyer avec un QR code et un mini-lien. Le QR code, c'est pour les gens qui ont du mobile, et le mini-lien, c'est pour les gens qui sont sur PC. Il faut y penser, en fait, à ces deux éléments. Et en gros, ce lien-là va être la première action que le bot va recevoir. C'est-à-dire que le bot va comprendre, en fait, que les gens, en fait, veulent interagir avec lui. Et donc, le bot va proposer le téléchargement de l'e-book. Et au moment où, en fait, la personne va télécharger l'e-book, nous, en fait, on donne le lien. Mais en plus, on fait d'une pierre deux coups. Parce qu'en fait, on récupère les coordonnées. En fait, c'est le droit de recontacter cette personne derrière. Et ça vaut tout l'or du mode. Parce qu'en fait, la personne vient de nous autoriser à communiquer commercialement avec elle. Et là, en fait, ça réengage dans le cycle client. Vous avez plusieurs choses à faire. C'est apprendre à mieux la connaître. Vous pouvez lui poser des questions. C'est ce qui est proposé dans le scénario lead magnet. C'est-à-dire, le lead magnet, c'est d'attirer les gens pour avoir les coordonnées et derrière, d'apprendre à les connaître. Donc, je sais pas, à poser la question sur l'âge, le sexe, enfin, ce que vous voulez. Parce que ça va vous permettre peut-être de mieux appréhender votre audience à vous pour amener de nouvelles personnes à commander. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, en fait, c'est que grâce à ce lead magnet, c'est ce qu'on montre dans le module, c'est comment créer le flyer qui soit un passage obligé pour pouvoir, augmenter la vélocité des commentaires, c'est-à-dire de dire, bah voilà, on pourrait, si vous êtes content de notre produit, ben, n'hésitez pas à partager. Donc, on a, en fait, dans le lead magnet, cette capacité de dire, bah, comment, en fait, on arbitre entre des gens où on pense qu'ils vont avoir un mauvais avis et de ceux qui vont avoir un bon avis. Ça, c'est la première chose. Et ça va amener, en fait, à constituer notre base de données pour les scénarios, en fait, qui sont derrière, qui vont être de la fidélisation, de la recommandation. Pour rappel, c'est le cycle client, en fait, qu'on a de l'autre côté. C'est qu'on va se servir de ces gens-là pour se dire, bah, OK, recommande-nous à d'autres amis. OK, nous, on a un catalogue qui fait, je sais pas moi, 50 unités, enfin 50 produits différents. Voilà nos prochains produits. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'engagement produit. Tu sais, dans le cycle client, on avait la notoriété et faire connaître les produits. Les gens sont arrivés sur Amazon par un produit. Ils n'ont pas forcément vu le store, ils n'ont pas forcément vu d'autres produits. Ils ne connaissent qu'un seul produit. À toi de faire connaître grâce au bot. Et c'est ce qui se prépare dans les scénarios. Donc, le scénario 1, c'est là pour se dire, comment, en fait, je fais en sorte de récupérer le moyen de contacter les clients qui ont commandé un de mes produits sur Amazon. Et ça fait un dernier élément, c'est que ça te sécurise, toi, en fait, au cas où il t'arrive quelque chose sur Amazon, pour X raisons. Je vais prendre un exemple tout bête. J'ai un client qui l'a fait de cette manière-là avec les bots. Au moment de l'arrêt, en fait, tu sais, au premier confinement, les entrepôts Amazon ont été fermés. En France, ouais. Et lui, il avait encore du stock chez lui, en fait. Et il a pu faire des ventes, en fait, de ces nouveaux produits pour se créer de la trésorerie dans le bot Messenger avec les gens qui avaient acheté sur Amazon. Et en fait, il continuait à faire des ventes, mais que sur son bot Messenger, parce qu'on peut connecter de la vente en ligne à l'intérieur, en fait, du bot Messenger, sans avoir forcément de site internet. Je dis pas qu'il faut le faire, hein. Je dis juste qu'en fait, c'est des moyens, quand on est bloqué par Amazon, par exemple, l'entrepôt était fermé à ce moment-là, de rebondir, parce le cœur d'un e-commerçant, c'est quoi? C'est son audience, en fait, c'est sa base de données, c'est que ça. Qui vendent, en fait, un Esquimau, ou qui vendent un Esquimau de glace, hein, ou qui vendent un sachet de thé de l'autre côté, tant qu'il a une base de données, il saura vendre l'un ou l'autre, entre guillemets. Il faut qu'il maîtrise son audience. Et Amazon a le revers de la médaille, c'est qu'on ne maîtrise pas l'audience. On maîtrise son coût d'acquisition parce qu'on est très très peu cher. Par contre, on n'est pas propriétaire des données. Donc, ce premier scénario te permet, dans le meilleur des cas, je donne ces chiffres-là parce que c'est déjà pas mal,
Honnêtement, on est sur une moyenne de 12% au maximum du maximum sur ceux que j'ai, sauf aux États-Unis où j'en ai un qui est monté à 35% en fait de lead magnet, mais ils sont plus habitués à ça. Donc on parle du ratio entre les gens, les clients qui ont acheté le produit et le ratio des gens donc, qui décident de rentrer, de donner finalement leur contact et le droit d'être contacté. Donc 12% en moyenne en France. Voilà, comptez en moyenne 12% en France, c'est la moyenne. Et aux États-Unis, ils sont plus habitués à ça. J'en ai un qui est à 35%. Mais attention, c'est toujours pareil, on vous cite toujours les meilleurs chiffres pour vous. Rêvez pas, vous serez jamais à 35% dès le départ, c'est pas possible. Ouais, il y a du gros travail, il y a du travail sur le flyer, il y a des choses d'optimisation. Enfin, il y a vraiment énormément de travail sur même le calage. Dans le module, en fait, dans le scénario, en fait, je présente en fait le lead magnet que j'avais fait moi. Il y a 2 ans de ça, ça me rajeunit pas ce truc-là. Il y a 2 ans de ça sur le flyer en fait de ma marque de bijoux. Et en fait, comment j'avais travaillé ça, mais j'avais 4 versions en fait du flyer qui ont été travaillées parce qu'en fait, on travaille tout. L'exemple tout bête, c'est la plupart des gens qui pensent à mettre en place juste un QR code et pas le lien court derrière. Sauf qu'en fait, entre guillemets, vous avez des gens qui prennent le flyer et qui vont pas le scanner en fait, qui vont prendre le flyer et qui sont face à un PC. Ils vont préférer taper le lien court. Et si vous avez un QR code, vous faites comment avec un PC ? Oui, puis je dirais, j'ai passé quelques mois en Chine, là-bas le QR code, c'est absolument partout pour tout. Mais en France, je dirais, il y a beaucoup de gens qui ont même un smartphone, tu leur donnes un QR code, ils savent pas le scanner et il n'y a rien de mal. Mais donc c'est très bien d'avoir plusieurs moyens de faire rentrer les gens, plusieurs portes d'entrée au chatbot, quoi. Et ma première version, en fait, elle était juste avec le QR code parce que j'avais un problème de place. Et le sujet, il était là, c'est que j'ai eu des retours en fait des gens en fait qui m'écrivaient directement à l'email parce qu'il y avait un email dans le truc en disant je ne sais pas comment télécharger mon machin, et c'est là où j'ai percuté sur ça. C'est pour ça que dans ce truc-là, il y a plusieurs versions qui ont été augmentées. Donc moi, par exemple, sur les flyers que j'avais 4 systèmes. J'avais donc la garantie, donc parce que c'était une des questions qu'on évoquait tout à l'heure d'ailleurs. Il y avait la garantie, donc en fait, je doublais ma garantie, donc on devait s'enregistrer auprès du chatbot. J'avais le fait de dire vous avez un programme de fidélité. J'avais comment entretenir en fait les bijoux. En fait, c'était une série d'une dizaine de vidéos comment entretenir les pierres en fait qui étaient derrière. Et le dernier, c'était comment parrainer et le programme de fidélisation. Donc en fait, je touchais les 4 grands segments en fait d'argumentaire qu'on peut avoir dans un lead magnet. C'est augmenter votre garantie, guide d'entretien, guide machin, etc. Alors j'étais plutôt orienté moi sur de la vidéo parce que je trouve que c'est plus bankable. Donc c'était la partie vidéo. Donc le bot en fait donnait les vidéos au fur et à mesure du temps en fait des besoins. Et en face, le dernier élément c'était la fidélisation et le parrainage. Ouais, donc différentes manières de faire venir les gens, différentes portes d'entrée dans un bot pour leur donner une raison qui pour eux sera la bonne. Exactement. Et ça, en fait, pour le lead magnet, ça vous permet le lead magnet, c'est vraiment pour vos clients Amazon. Après, en fait, le bot peut vous servir sur différents autres trucs. C'est pour ça que, alors, c'est très, très utilisé aux États-Unis, ce type de stratégie. Alors, pas forcément que bot, ça peut être de la base de données email, ça peut être des choses comme ça, mais c'est des stratégies de lancement. J'ai un scénario qui est autour de ça. C'est-à-dire que soit mes clients, donc les clients que vous rentrez dans le bot, soit en fait des nouveaux prospects grâce à de la pub Facebook, de l'aspiration de membres d'un groupe Facebook, des choses comme ça, parce qu'il y a des très très bons carrefours d'audience sur des groupes Facebook. En gros, de préparer en fait ce qu'on appelle un lancement de produit où en fait votre stock n'est pas encore arrivé en fait sur Amazon, et tout le sujet en fait c'est de faire en sorte de faire un maximum de ventes dans les 30 à 60 premiers jours, parce que ça augmente très fort votre visibilité en fait sur le deuxième cycle, c'est-à-dire le cycle du deuxième mois en fait. Dans le premier mois en fait de votre lancement de produit, vous êtes sur 28 jours. Donc globalement, c'est le boost d'Amazon qui est derrière votre vos pubs de départ, mais toutes les ventes que vous allez faire, vous allez commencer à monter. Simplement pour clarifier, donc il y a la période qui s'appelle lune de miel aux US. Donc, oui. Les 28 premiers jours, on a un boost de visibilité par rapport aux fiches produits déjà établies, puisque finalement Amazon laisse sa chance aux produits ou aide les nouveaux produits, mais ça dure que 28 jours. Et donc le but, c'est avec le scénario dont tu parles, d'envoyer la sauce, on va dire, de mettre le paquet sur ces 28 premiers jours pour signaler à Amazon que c'est un produit qui se vend, qui plaît, et derrière surfer sur cette vague.
C'est ça. Et en fait, on a prévu un scénario, en fait, qui est le lancement de produit. Et en fait, c'est de réussir à doubler les concurrents. En fait, pour donner un ordre d'idée, j'ai fait un test. Alors, pour ceux qui me connaissent, en fait, ils l'ont vu dans certaines des vidéos. En gros, on a fait un test sur un tapis de jeu de société, en fait, qui était un tapis vert où il y avait juste les 7 photos et un titre, pas de puce, pas de commentaire. Et juste avec ce lancement-là, en fait, on est passé numéro 1 des ventes. Alors, attention, j'atténue mon propos. C'était des niches, en fait, qui sont pas peu compétitive au départ. Donc, quand on lance ce truc-là, on peut aller très, très vite. Mais 28 jours plus tard, on est passé numéro 1 des ventes, ce qui a permis, en fait, d'avoir le sticker et de continuer à capitaliser derrière. Pourquoi ? Parce qu'en fait, au tout départ, en fait, on fait de la pub, on propose à nos clients d'autres produits, ce produit-là, en disant, ben voilà, on va lancer ce produit-là bientôt, on pose 2-3 questions dessus, on les remercie derrière, et on leur donne un code de réduction, en fait, à maximum d'une hauteur de 50%. Le scénario permet même en fait d'utiliser ce qu'on appelle des codes de réduction à usage unique, c'est-à-dire qu'en fait un seul code est utilisé pour chacun des clients de manière semi-automatique. Donc résultat des courses, on maîtrise même les niveaux des budgets sur lesquels on est sur les codes de réduction. Et quand on lance, on dit que le code est valable sur 30 jours, le mois en fait, et on sait qu'on va faire nos ventes sur ces 30 jours-là par rapport aux gens qu'on a préparés en amont. Pour vous donner un ordre d'idée, alors attention, hein, pareil, là c'était à une époque où en fait il y avait quand même moins de compétition et que ces techniques-là étaient moins connues, mais pour vous donner un ordre d'idée, sur la vente des bijoux, j'ai fait quasiment 40 000 € sur le premier mois, en fait, sans même faire de pub au départ. Pourquoi ? Parce qu'en fait, j'avais posé 7 questionnaires de 7 questions, c'était les chakras, hein, c'était les pierres naturelles. Donc, dans ce milieu-là, la lithothérapie, c'est quelque chose qui était important. Et en gros, j'avais posé 49 questions à ces gens-là. Et à chaque fois, je leur donnais un bonus. Et ce bonus-là, en fait, était doublé s'ils m'invitaient quelqu'un de leurs amis à répondre au questionnaire. Ce qui fait qu'à la fin, je suis arrivé à 2700 personnes avec quasiment aucun investissement en publicité. Et quand mes stocks de bijoux sont arrivés, j'ai proposé mes codes de réduction qui étaient valables un mois. Et en fait, j'ai eu 1150 personnes en fait, qui ont commandé ces bijoux-là. Donc, tous mes stocks ont été quasiment vidés. D'accord. Et c'est des gens que tu avais recrutés via de la pub Facebook sur des groupes qui sont rentrés dans ton chatbot, c'est ça ? Non, en fait, même pas de la pub Facebook, juste sur des groupes. En organique. Voilà. Alors en fait, j'ai un scénario qui explique comment, en fait, dans les bots Messenger, j'ai un scénario qui explique comment, en fait, faire en sorte de rentrer, en fait, dans des groupes Facebook et de faire en sorte de récupérer les membres de ce groupe-là. En fait, les groupes Facebook, on n'y pense pas, ou peu, mais c'est énormément. Je vais prendre l'exemple des pierres naturelles. Il y a 2-3 groupes en France qui sont sur la lithothérapie. Une fois que vous savez identifier ces groupes-là, vous savez que ces gens-là sont appétents en fait aux pierres naturelles. Donc, pendant un mois, vous les travaillez, vous mettez en place en fait c'était un des scénarios que je présente dedans, et ce qui fait qu'en fait les gens rentrent dans votre bot pour répondre aux questions. Donc, ils viennent de s'abonner à vous et puis vous les amenez à acheter au bout d'un mois et demi, en fait, vos produits. Et c'est des groupes Facebook sans même faire de pub. Et vous avez des groupes et des centaines de milliers de groupes, et c'est des centaines de milliers de groupes qui sont absolument géniaux, quoi. Parce qu'en fait, même sans même réfléchir à la pub en disant je veux les 35-45 ans, habitants petite couronne parisienne, etc., vous vous dites, je sais pas moi, tiens, on va prendre les amateurs de thé. Je suis certain qu'il existe des groupes d'amateurs de thé. Vous rentrez dans ces groupes-là. C'est des gens en fait qui ne jurent que par le thé. Ouais, qui ont déjà fait quelque part, qui se sont signalés comme étant amateurs de thé, que tu viens cueillir pour rester dans l'idée, que tu fais rentrer que tu vas faire mariner, comment on dit, infuser dans ce bot. Infuser avec ton bot. Voilà. Et le jour J où tu veux lancer ta théière avec ton pack de thé, tu leur dis ça y est, c'est dispo et vous avez 20%, et là t'envoies tout le monde sur Amazon et tu fais un carnage. Ouais. Exactement. Et en fait, ça amène au cœur du sujet du lead magnet, c'est pour toujours baisser les coûts d'acquisition. On est toujours dans cette mécanique-là. On rajoute ce qu'on appelle une loupe virale, parce qu'on considère que qui ressemble s'assemble, et c'est pour ça qu'en fait, Messenger devient puissant. C'est qu'en fait, tous vos amis, en fait, des gens qui sont passionnés de lithothérapie ont des gens, en fait, qui aiment la lithothérapie. Si vous leur dites, voilà, je te propose 5% en fait sur ce produit-là, si tu m'amènes un ami, je te double ta cote de réduction. Donne-moi un ami. Et en fait, cet ami est partagé dans Messenger. Ce qui fait qu'on reste dans le même écosystème. En expérience client, c'est facilitateur en fait pour la personne, puisqu'en fait, elle est dans son Messenger, son pote est ou sa copine est à un clic d'elle, lui envoie le lien en fait de parrainage, et vous re-rentrez dans la boucle avec un funnel
où le bot répond la même chose. Donc, on a automatisé le funnel. Et une fois que les gens sont prêts, votre stock arrive, vous envoyez, et ce que permet en fait le bot Messenger, ce qu'on appelle un broadcast, c'est comme une newsletter en fait. On envoie d'un message global à tout le monde en disant « Mon stock vient d'arriver, vous avez 30 jours avec votre code de réduction. » Ah ouais. Et donc, tu as construit comme ça ta liste, les gens se sont tagués les uns les autres parce qu'en effet, voilà, ils se connaissent. Enfin, on a toujours des gens autour de soi qui ont les mêmes intérêts. Et donc, ouais, c'est vrai que c'est quelque chose que tu vois, l'email typiquement ne peut pas faire parce que si la personne t'avait donné son email, bon, bah, tu as son email. Le jour J, tu peux lui envoyer un email, il va tomber dans l'onglet promotion de Gmail. Et puis, il n'y a aucun moyen de. Enfin, il y a très peu de chances que cette personne partage le mail à 20 personnes en disant c'est super, allez-y, achetez tous. Alors qu'avec le chatbot, tu peux comme ça faire grandir ton audience. Ah ouais, en fait, c'est en quelques secondes et surtout en plus. Alors, je dis pas qu'il faut pas avoir l'email à terme. En fait, tout le sujet en fait en marketing direct, il y a une célèbre phrase qui dit en fait c'est envoyer le bon message à la bonne personne au bon moment. C'est ça la règle en fait en marketing direct. Et en fait, moi j'ai fait un amendement qui c'est envoyer le bon message à un maximum de bonnes personnes en fait par l'un ou l'autre des canaux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, plus on a de canaux de marketing direct, plus en fait on a des chances de faire envoyer le message à la personne. Donc imaginons une des techniques que je propose dans les scénarios, c'est de dire bah voilà, ce que vous proposez, c'est vous envoyer en fait le message d'alerte du code de promotion en fait en disant le code de promotion est à disposition, voulez-vous le recevoir? Oui, donnez-nous votre adresse email, on vous envoie une email. Ben en fait, on vient de récupérer le deuxième canal de marketing direct. Et en fait, on peut contacter les gens par bot ou par email. Et grâce à ça, en fait, après, derrière, on pourrait dire sur l'email, sur un autre produit, comme on a le premier et le deuxième, donnez-nous votre numéro de mobile pour envoyer par SMS. En fait, le sujet du marketing direct, c'est de récupérer plusieurs cordes à son arc. Là, pour l'instant, la première que je donne et qui est pour moi la plus performante au départ quand on veut se faire la main sans avoir besoin d'investir énormément de compétences, c'est le bot Messenger. Mais après, on peut aller très très loin dans des trucs. Et ce qui est vraiment intéressant par rapport au bot Messenger, c'est le dernier élément, c'est que comme on est dans l'écosystème de Facebook, on peut charger ce qu'on appelle, alors je vais aller un peu trop loin, mais juste pour que les connaisseurs l'aient en tête, le pixel Facebook. Le pixel Facebook, c'est quelque chose qui vous permet de faire de la pub. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez dire à Facebook, coucou, tu vois tous les gens qui cliquent en fait sur ce code de réduction, c'est ceux qui sont les plus chauds en fait pour acheter. Ah bah, tu me fais la même pub avec des gens qui leur ressemblent. Et c'est là où vous devenez super performant parce que vous faites rentrer les gens en fait dans le lancement de votre produit avec des codes de réduction pendant le mois et en fait vous commencez à accumuler de la force. Alors vous y allez doucement hein, parce que ça peut cramer vite des budgets, mais dans la mécanique, c'est quelque chose qui est hyper puissant. Et c'est comme ça que vous pouvez doubler des concurrents en fait qui s'y attendent pas, sans avoir forcément beaucoup de commentaires, etc., en visibilité, parce que vous êtes devant, quoi. Ça n'empêche pas de la pub Facebook, ça n'empêche pas de la pub Amazon ou des choses comme ça, mais par contre, c'est un moyen ultra puissant de le faire. Et comme je le dis, ça permet un deuxième élément, c'est de récupérer vos coordonnées de clients pour les travailler sur autre chose. J'ai des clients, par exemple, leur strat à eux, c'est de récupérer les lead magnets, donc les coordonnées, pour les ramener après vers leur site de e-commerce. Alors comme je leur ai dit, en fait, c'est pas forcément la bonne solution, mais quand ils veulent avoir leur programme de fidélisation sur le site web, de récupérer les coordonnées sur le Messenger et de leur dire, voilà, ils bénéficient de moins 20% sur le site web direct, ça permet après de transférer la communauté vers le site web. C'est le troisième élément en fait de scénario. Ouais, de la récupérer l'email, voir les coordonnées postales parce que c'est ça. On n'en parle pas beaucoup en e-commerce, mais tu peux encore faire des campagnes de mailing postal, tu vois, si tu as des clients sur des adresses. Ah ouais, c'est génial. Parce que les gens reçoivent des sollicitations, des emails, voilà, de partout, mais rarement une carte d'un site e-commerce, une carte postale, et il y a plein de choses à faire aussi. Ah non, mais c'est absolument génial, ouais. Ça. Il y a énormément de canaux de marketing direct. Le papier est de plus en plus abandonné parce qu'en fait, il coûte cher, mais en fait, c'est qu'une notion de coût. En fait, c'est pas une notion de performance. Et c'est ça qui est délicat. C'est que la plupart des gens pensent coût et pensent pas performance. Des fois, en fait, il est plus performant, comme tu le dis, en fait, d'envoyer une lettre papier, un petit flyer, ne serait-ce que la bonne année, des machins comme ça, en reproposant un certain nombre de choses derrière parce que les canaux, en fait, sont saturés. Mais il y a des choses qui sont toutes bêtes, hein. Prenons en fait un compte Twitter, le DM en compte Twitter est d'une puissance extrême derrière, puisque peu de gens l'utilisent. Le DM, c'est le direct message. D'envoyer un message sur Twitter, en fait, je prends l'exemple de Cap Vacances,
on a fait quasiment 500 000 euros de chiffre d'affaires en envoyant à tous les abonnés des différents comptes Twitter de nos concurrents, en fait, un direct message en disant « Vous avez une chance sur 40 de vous faire rembourser vos vacances ». Ça m'a rien coûté, en fait. Ça m'a fait 500 000 euros de chiffre d'affaires. Ouais, c'est ce qui est juste énorme. Donc oui, enfin, et avec cette idée d'être créatif, hein, je pense que c'est l'une des idées derrière ces scénarios, c'est que bon, tu les donnes, ils sont clés en main, mais derrière, en fait, c'est des portes qui s'ouvrent pour faire plein de choses et il est possible de les utiliser dans plein de directions différentes et de faire énormément de choses. Je pense qu'en fait, c'est par rapport aux gens qui sont liés à Amazon, en fait, c'est le premier pas vers ce qu'on appelle le marketing direct. C'est-à-dire qu'en fait, comme je disais tout à l'heure, ils ont le défaut de leur qualité. Ça veut dire qu'en fait, ils sont en acquisition, donc ils pensent pas base de données. Ils pensent en fait vente pure, vente-acquisition. C'est-à-dire qu'en fait, un client achète leur produit et il le retrouve jamais. En gros, pour faire l'étape suivante, pour moi, en stratégie e-commerce, il faut qu'il se constitue une base de données. Et le scénario le plus simple, en dehors du truc facile de l'email, c'est le bot Messenger, parce que ça ne réclame pas ou très peu en fait de compétences dites techniques. Ça réclame juste de savoir écrire. Donc en gros, il y a un peu de paramétrage technique, hein, connecter votre page Facebook à votre compte, à votre bot Messenger, mais à part ça, il y a très très peu d'éléments techniques qui sont derrière. Et c'est pour ça que je trouve ça génial, parce que c'est le premier pas vers le marketing direct, qui fait qu'après, une fois qu'ils ont commencé à prendre goût et qu'ils s'aperçoivent en fait qu'ils peuvent faire reconsommer des gens, parce qu'au tout départ sur Amazon, la plupart des gens ont un produit, mais quand ils ont le deuxième, le troisième et le quatrième, grâce au premier, s'ils ont mis des lignes magnétiques, ils ont capitalisé. Donc, ils peuvent lancer le deuxième de meilleure manière, le troisième de meilleure manière et le quatrième de meilleure manière, en fait. Et si, en plus, ils ont des clients qui ont adoré leur premier produit, ce sera plus simple pour eux d'avoir des commentaires sur le deuxième et le troisième, etc., etc. C'est pour ça qu'en fait, le marketing direct, pour moi, en fait, c'est un élément qui est avant. J'aurais pu faire on va dire une formation sur comment amener du trafic extérieur. En fait, en publicité Facebook, c'est le plus simple à comprendre au départ. Sauf qu'en fait, je trouve que c'est le marketing direct qui donne la plus grande puissance en dehors d'Amazon pour doubler tes concurrents, en fait. Parce qu'en fait, la plupart des jeunes e-commerçants sur Amazon pensent fiche produit, ça c'est super important, mais ne pensent pas base de données à côté. Et donc, en fait, un moyen de se différencier, c'est ça. Et puis, on pourrait dire... Tu commences à voir aussi les limites de la pub Facebook. Typiquement, le profil, c'est le dropshipper qui monte une boutique en une demi-journée, qui met en place de la pub Facebook. Enfin, j'ai rien contre les dropshippers, mais simplement, ce qui se passe, c'est que c'est de plus en plus cher de faire de la pub sur Facebook. C'est de plus en plus cher sur Google, c'est de plus en plus cher partout. Et en fait, si tu cherches simplement à faire une vente donc de manière très transactionnelle, tu achètes du trafic, tu fais des ventes, ça va dans tous les cas devenir de plus en plus compliqué d'être rentable sur ce genre de tactique, parce que trop simple ou le coût d'acquisition trop cher. Et comme tu l'expliquais très bien, du coup, il faut avoir une vision un peu plus dans la temporalité, se dire je vais essayer d'avoir donc une ELTV, je ne sais plus comment on dit en français, mais enfin que le client achète plusieurs fois pour Lifetime value, en fait. Lifetime value, ouais. Enfin bref, je pense que de toute façon, l'inflation du clic sur Internet va faire que ne pourront survivre, alors c'est peut-être un peu radical comme idée, mais ne pourront survivre que ceux qui construiront plus que simplement du trafic qu'on envoie sur une offre et puis on convertit et puis bye bye, puis on passe à la source de trafic suivante ou au client suivant. Je pense que dans tous les cas, c'est le passage obligé pour la suite sur Internet. Mais en fait, il y a deux éléments qui sont super importants à avoir. Donc, c'est ce que tu disais, c'est effectivement de fidéliser tes clients. Ça, c'est l'élément en fait qui est important quand tu peux. Alors, fidéliser pas forcément sur le même produit, mais sur des produits de ton catalogue. Et en fait, dans le scénario 3, en fait, il y a autre chose, c'est se servir des gens pour le cycle de recommandation. Et recommandation, ça se voit de 3 manières différentes. Tu as la recommandation quand tu fais un avis. Donc, en fait, c'est la personne qui donne un avis, des commentaires. Donc, il y a un des scénarios qui explique comment, en fait, augmenter le nombre de commentaires, la vélocité. Mais le deuxième élément, en fait, donc là, c'est en fait du one to few, c'est-à-dire le client, en fait, qui donne un avis auprès de gens qui sont des inconnus pour lui. Le deuxième, la recommandation, qui est
ultra performante, c'est quand un client te recommande un de ses amis. Donc, tu l'incentives ou pas, c'est ce qu'on appelle le parrainage, entre guillemets. Donc, ça, c'est ultra important pour baisser ton coût d'acquisition, parce que là, pour le coup, en fait, c'est ton client à toi, en fait, qui te donne un contact de manière quasi gratuite, sauf la promotion, en fait, que tu peux mettre en place si tu l'incentives. Et le dernier élément, en fait, que la plupart des gens oublient en acquisition, donc je reviens sur l'acquisition, c'est quand tu amènes des prospects à rentrer dans ta boucle, eh ben, de les inciter à te donner des contacts à eux qu'ils pensent potentiellement intéressants. Dans la masse, tu as des gens, il y a, on va dire, 60% qui seront inintéressants, mais les 40% restants, ben, ils vont te faire baisser ton coût d'acquisition global. Donc, je reprends l'exemple de la publicité Facebook. Tu dis, ben voilà, jusqu'à 50% de réduction, les gens rentrent dans le bot Messenger, tu as le droit à 10%, donne-moi un contact, tu as le droit à 10 de plus, donne-moi un contact, tu as le droit à 20 de plus, etc., etc. Et ça fait monter, en fait, tout le monde. Tu dépenses pas d'argent, en fait, pour l'instant, tant qu'ils n'ont pas acheté. Par contre, tu te récupères du contact et au fur et à mesure, ça te massifie la chose. Et si tu as bien fait ton funnel et ta loupe, eh ben, le nouveau contact qui rentre, bah, tu lui fais la même chose, ce qui reloupe en fait le système. Et c'est là où en fait c'est des systèmes un tout petit peu agiles qui deviennent vraiment vraiment intéressants à gérer, quoi. Et la plupart d'entre nous, en fait, on pense pub Facebook, on envoie sur une fiche produit Amazon où on perd de l'argent en fait. Ouais, non, c'est vraiment intéressant. Donc, tout cet aspect, ouais, construction d'audience en amont, tu les envoies sur une offre. Derrière, tu as en aval, on va dire, tout le côté fidélisation, recommandation. Et un truc dont on parlait même en off, c'est, tu vois, si je reprends l'exemple du client qui, tu vois, donc du groupe de passionnés de thé, tu les as recrutés sur ce groupe, ça t'a pas coûté grand-chose, voire rien du tout. Tu crées une audience, tu lances ta théière, voilà, les gens achètent. Et derrière, tu pourrais leur proposer un infoproduit sur comment mettre en place la cérémonie du thé. Et c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus aux États-Unis. C'est en gros pas forcément se limiter à des produits physiques, mais derrière à des produits digitaux. Donc toujours en lien avec le produit. Bon, avec du coup les avantages du digital, t'as pas de frais de stockage, enfin bref, et donc tu parlais de ça en off, recruter même des experts pour créer les infoproduits. Enfin, il y a énormément de choses à faire en aval une fois qu'on a ces contacts-là et qu'en fait on a comme ça une audience qui est ciblée sur un domaine en particulier. Enfin, les possibilités sont énormes. Il y a énormément de choses en fait là-dessus. En gros, tu as donc la partie vidéo. Alors, je préconise aux gens d'y aller. Effectivement, on n'est pas forcément à l'aise sur de la vidéo, des choses comme ça, la partie formation, etc., etc. Mais c'est d'énormes plus-values en fait sur une fiche produit par rapport à des éléments différenciants. C'est-à-dire qu'en fait, apprendre à bien choisir son thé, par exemple, je prends cet exemple-là, apprendre à bien choisir son thé, à quelle température, machin, et on a des vidéos qui expliquent comment faire ça. Ça peut être des choses qui sont vraiment super pertinentes. Et en gros, le fait de le mettre sur la fiche produit, ça va te différencier par rapport aux autres parce que tu donnes de la plus-value. Mais cette plus-value en valeur perçue pour les gens, elle est importante, alors que pour toi, elle te coûte rien. C'est ce qui est scalable, puisqu'en fait, peu importe le nombre de personnes qu'il y a en face, ça te coûte rien. Mais je vais même un peu plus loin. En fait, on a travaillé sur des stratégies en fait qui sont autour du KDP des Kindle. Il y a des choses qui sont absolument géniales à faire. C'est-à-dire que on peut mettre en fait un Kindle, par exemple, à 9,90 € qui nous coûte rien en fait au final, de l'offrir en fait sur la fiche produit de l'autre côté par l'intermédiaire en fait du bot Messenger pour le renvoyer sur le Kindle. Et qu'est-ce qui se passe quand on achète avec le Kindle? Et ben en fait, il peut passer numéro 1 des ventes et on n'est pas à l'abri qu'en fait les gens achètent ce Kindle directement en face. Et ça, en fait, c'est là où ça devient génial. C'est-à-dire qu'en fait, on a des stratégies qui peuvent jouer sur de choses. Et là où on en reparlait aussi en off, où tu disais, en fait, tu utilisais une très bonne image au niveau de la pêche avec des hameçons, en fait, qu'on laisse un peu partout pour pêcher les gens. Et en fait, plus on a d'hameçons, plus on peut pêcher et ramener après sur les autres. Eh ben, le Kindle, ça peut être une très bonne stratégie derrière, parce qu'en fait, c'est de faire un livre qui est dans l'écosystème d'Amazon. Il n'y a rien de compliqué pour faire ce livre-là, de proposer un code de réduction de l'autre côté, mais nous, ça nous coûte rien. Si le système est bien fait. Par contre, à force de faire des ventes, on va monter dans les Kindle, et moi, j'ai des gens, par exemple, sur des recettes de dates, en fait, qui font aller 500, 600 €, c'est pas grand-chose, mais 500, 600 € par mois sur un livre de recettes qu'on avait prévu d'offrir. Ça se prend, hein. Ça se prend, C'est et c'est malin, enfin, ce serait dommage de pas le faire. Voilà, et en fait, c'est plein de choses comme ça où faut vraiment imaginer ça parce que, et
aux États-Unis ils deviennent vraiment bons en fait là-dessus, c'est pas la vente one shot qui est derrière, c'est toutes les ventes en fait qui sont directes, qui sont indirectes derrière, qui ramènent à capitaliser dessus. Et c'est pas forcément sur le site de e-commerce, hein, c'est capitaliser sur d'autres produits qui sont autour. Je parlais d'un dernier élément en fait. La plupart des gens osent pas mettre en place les programmes d'affiliation Amazon parce qu'ils ont Amazon en fait adore votre trafic extérieur. Si vous mettez un lien d'affilié de votre bot Messenger vers votre fiche produit, tous les gens qui achètent votre produit, Amazon va vous rétribuer 5% enfin 4% en fonction des catégories. Il y a des règles, machin, mais on va dire 4% en moyenne, voilà, en fonction des catégories, 4% en moyenne. C'est Amazon qui vous paye pour avoir fait une vente sur votre propre produit. Et quand vous avez 15% de commission et que vous en récupérez 4, c'est toujours 30% de plus, non, quoi. C'est presque. Que vous récupérez. Et en fait, c'est des mécaniques comme ça, en fait, qu'il faut juste apprendre à être agile là-dessus, quoi. Et tu vois, pour parler du futur, tu vois, les États-Unis sont déjà dans le futur. On va dire, quand on parle d'Amazon, tu vois, ils ont déjà un niveau de compétition qui est beaucoup plus important, etc. Donc, on en parlait, il y a pas mal de choses sur lesquelles ils sont beaucoup plus sophistiqués, mais je pense que voilà, c'est le futur. C'est pas moi, mais c'est Ryan Daniel Moran, donc le gars qui est derrière le podcast capitalism.com, qui disait, en gros, Amazon, les gens qui perdent sur Amazon sont les gens qui voient Amazon comme un endroit où on vend des produits pour une marge, pour faire du profit. Maintenant, il faut voir Amazon comme un canal d'acquisition. Et en gros, l'objectif, c'est de vendre des produits à prix coûtant pour faire derrière rentrer des gens, les faire adhérer à ta marque, en fait, à ton univers de marque, et les envoyer sur un site e-commerce, les envoyer sur tes réseaux sociaux, enfin construire l'audience des gens. Mais en gros, ils disent Amazon, c'est plus un endroit où on fait de la vente e-commerce et on génère de la marge, c'est juste un canal d'acquisition. Ce qui est assez extrême, hein, comme dans l'absolu. Oui, mais je suis en fait, mais c'est ce que je dis en fait à la plupart de mes clients. Je te le disais pareil en off. En termes de, je suis un conseil. Je suis pas le payeur. Donc en fait, les stratégies peuvent se différer. Là où en fait je tique, après je viendrai en fait de l'autre côté, dans l'autre argumentaire. Là où je tique, c'est la plupart des gens qui sont habitués à acheter sur Amazon, principalement les Prime, auront du mal à les acheter en fait à l'extérieur parce qu'ils ont pris des habitudes et ils vont acheter la quasi-totalité de leurs produits sur Amazon. Donc ça se teste, mais faut pas en fait, faut pas forcer si ça ne fonctionne pas. Autant accompagner la vague. Je m'explique, c'est-à-dire que dans un premier temps, quand on est une marque peu connue, en fait, il y a vraiment, à part gros éléments incentive sur le site e-commerce, il y a les gens, ils ont des habitudes, on a du mal à les basculer en fait dessus. Je te prends un exemple en fait qui est hors propos et après je reviendrai pour être certain, pour bien confirmer la chose. Mais tu vois, par exemple, dans la formation, j'ai décidé de passer sur un système dit communautaire. Ça veut dire qu'en fait, j'ai mis des forums. En fait, j'ai pris une plateforme qui s'appelle Schoolmaker, qui est orientée en fait. Orienté communauté autour de la formation. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des forums qui permettent en fait aux gens de poser des questions. Sur le papier, c'est absolument génial et c'est utilisé. Sauf que les gens ont l'habitude d'utiliser des groupes Facebook et que c'est un effort assez important de ma part de devoir les amener arrêter de poser des questions sur Messenger, arrêter de poser des questions sur les groupes Facebook, poser des questions sur le forum privé. Ouais. Parce qu'ils ont des habitudes. C'est un peu la même chose sur Amazon. Ils ont des habitudes d'achat. Il est très difficile de leur faire changer ses habitudes d'achat. Donc, c'est là où je suis sceptique. Par contre, de l'autre côté, il a totalement raison sur un sujet. Amazon, c'est 60% des recherches produits. Donc, faut être présent parce que sinon, ton produit n'existe pas. Ça, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, c'est qu'on peut être en stratégie dite d'acquisition sur des produits dits d'appel. Alors, je vais appeler ça des produits d'appel, moi, pas des produits, en fait, en stratégie... on fait pas d'argent. On est en prix coûtant. C'est vraiment du produit d'appel en disant, je sais pas, moi, tiens, on prend les théières ou les trucs comme ça, on pourrait se dire, ok, tout ce qui est théière, je mets un produit d'appel de la théière, design, machin, qui est à prix coûtant, où je considère que ce produit-là, je ne fais pas d'argent, mais j'en perds pas. Et après, j'amène, en fait, sur un abonnement ou des trucs comme ça, autour de l'acte d'achat, chaque mois, de thé, en fait, et tu choisis tes thés comme tu veux sur mon propre site.
Ça peut se défendre. Là où j'ai plus de mal, c'est quand on est des stratégies à la chinoise, en fait, entre guillemets, où on bastonne énormément, en fait, avec des prix très, très faibles. Et j'ai peur que certains y perdent des plumes dans les gens que je côtoie. J'ai tellement de mal à leur dire qu'il faut absolument qu'ils soient rentables dès le départ. Ouais, Parce qu'en je suis fait, d'accord. c'est plus ça où je tique, en fait, sur ton truc. Il y a des marques qui peuvent se le permettre, mais la plupart des gens, en fait, s'ils le prennent au pied de la lettre, vont se trouver cette excuse en disant ouais, mais plus tard je serai rentable parce que je fais des produits d'appel. Ouais, non, faut remplissez votre baril de rhum Ouais, d'abord. je suis d'accord. Ouais. C'est Ouais, plus à ce ce niveau-là, je côté-là où suis je d'accord. tiquais. Mais ouais, après, en fait, c'est un chef d'entreprise qui doit décider de sa meilleure stratégie. Je te citais un exemple d'une marque que j'adore qui s'appelle Asphalt Paris. Je l'achète partout, en fait. C'est limite que je me tatouerais, en fait, leur nom de marque sur mon bras. C'est pas vrai, mais j'adore leur stratégie. Et c'est une stratégie, en fait, qui ne peut pas fonctionner avec Amazon. Ils sont dans une stratégie très communautaire, ce qu'on appelle en précommande, etc. Même si Amazon commence à arriver sur des modes de précommande, il y a des choses à tester dessus. Mais dans leur mécanique, la façon dont ils le font, c'est absolument génial. Et leur image est de dire on est éco-responsable, etc. Même si c'est un message marketing, j'y adhère. Et effectivement, j'aurais du mal à penser que Asphalt Paris soit vendable sur Amazon. Et là, en fait, il peut exister des stratégies, si je reviens dans ton truc, de dire j'ai des ceintures que je vends sur Amazon parce qu'en fait, ça fait pas partie de ma gamme de produits et je comprends en fait que ces gens-là ont l'intérêt pour mes jeans au terme et que je ramène après vers ma marque principale. Ça peut se faire. Mais au tout départ, quand on se lance sur des produits, essayez pas de penser à des produits où en fait on est bas coût ou pas rentable. Il faut que vous soyez rentable. Si vous n'êtes pas rentable, ça fait très démago quand je le dis, mais j'en vois tellement en fait qui s'accrochent à leurs produits alors que c'est impossible d'être rentable avec leurs produits en se disant mais plus tard ça sera. Non, pas plus tard. Ça doit être rentable dans les quelques mois qui arrivent, quoi. En 3-4 mois, vous devez être rentable minimum. Oui, je pense que c'est l'une des erreurs, des plus grosses erreurs qu'on puisse voir, c'est partir sur des produits pas chers, du coup, sur lesquels les marges sont ridicules, sur lesquels la pub, il n'y a pas d'espace pour faire de la pub, il n'y a pas de marge pour faire rien du tout, en fait, donc de la pub en particulier, donc des ACOS qui s'envolent, et finalement, voilà, on travaille pour faire gagner Amazon, pour faire gagner l'État, entre la TVA et la commission Amazon, et il ne reste plus rien pour l'entrepreneur qui fait beaucoup d'efforts pourtant. Exactement. Avec un client, en fait, mais j'étais super pas diplomate, vraiment, dans son sujet. Je lui dis, il y a tout le monde qui gagne de l'argent, dont moi, sauf toi. En fait, il y a personne qui gagne de l'argent. Enfin, tout le monde gagne de l'argent autour de toi, mais pas toi. Et en fait, la première chose à comprendre en termes de choses d'entreprise, c'est que tu dois gagner de l'argent. Point. Et gagner de l'argent, en fait, les petits produits sont une fausse bonne idée. Pourquoi ? Parce que les petits produits sont des produits de professionnels. Ça se calcule au centime près, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans des pilotages très, 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 très précis. Alors que la plupart c'est méchant quand je le dis, mais c'est pas comme ça que je le considère, mais c'est des amateurs qui prennent en se disant, je vais en avoir plus d'unités, ça va me permettre. Ouais, mais sauf qu'en fait, comme vous calculez très mal vos coûts de revient, vous calculez très mal vos stratégies de publicité, etc., vous bouffez tous vos budgets avant même d'avoir commencé à apprendre. Vaut mieux être sur un produit au-dessus des 25, 30, mais la plupart des gens que tu interviews le disent en fait. Tu as plus de marge de manœuvre et plus droit à l'erreur sur des produits où il y a moins de compétition, parce que la bonne cible, c'est 35-50 euros, quoi. On est dans une cible qui est cohérente en termes de prix produit, parce que en dessous, c'est du vrai professionnel, quoi. Une coque de iPhone, effectivement, il y en a des gens qui deviennent riches, mais ils ont calculé, ils ont négocié le bout de gras et ils mettent un billet, en fait, où c'est un conteneur complet qu'ils amènent. Donc, en fait, on pourra jamais les attaquer avec 200 unités. C'est pas possible. C'est ça. Quand je dis des coques de iPhone, c'est des bandes élastiques, enfin tous les produits en fait que nos célèbres logiciels comme Jungle Scout, Helium 10 nous sortent comme des produits qui font 3000, 4000 unités. Et la plupart, en fait, on rêve sur ces produits-là, sauf qu'on ne fera jamais ces 3000 à 4000 unités par mois, premier sujet. Deuxième sujet, on n'aura jamais les niveaux de négo que certaines personnes ont à ces niveaux-là. Et le dernier élément, en fait, c'est que c'est des travails de BSR, quand on le sait, en fait, qui sont un travail qu'on travaille sur 1 an. C'est-à-dire qu'on arrive à consolider en historique sur 1 an pour ne pas, en fait, ce que tu parlais du boost d'Amazon, tu sais, la lune de miel. Les nouveaux, en fait, dans les petits produits, il y en a un tous les jours, en fait, qui rentre. Quand je dis 1, c'est 1, 2, 3, 10, c'est pour exemple. Donc, tous ces nouveaux, en fait, ont des boosts, en fait. Et si on n'arrive pas à sortir de ces boosts-là, en fait, on ne paye que pour essayer de sortir du lot tout le temps
de ces boosts qu'ils ont. Et comme il y a des nouveaux tous les jours, on n'arrive jamais à en sortir et qu'il faut travailler 1 an. J'ai un client, on arrive à peine à sortir, en fait, alors je ne citerai pas son produit, mais il a un produit, en fait, qui est en produit petit et léger, donc à moins de 9 €. Mais j'ai mis plus d'1 an à commencer à être rentable sur son produit. Alors, il s'est accroché, il voulait absolument, je trouvais que c'était une connerie, on s'est engueulé vraiment très, 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 très fort. Il s'est accroché. Comme je dis, le conseilleur et pas le payeur. Là, il commence à sortir sa rentabilité. On aura une réunion la semaine prochaine sur le sujet, je vous raconte ma vie, pour décider de si oui ou non on continue. Mais dans la mécanique, faut se dire que ces produits-là sont durs et extrêmement durs. Et même avec des stratégies de bot, même avec des stratégies machin, c'est pas ce sujet-là. Et c'est pour ça que ces petits produits, ouais, on peut faire du produit d'appel, mais pour en revenir à ton argumentaire, oui, Amazon peut être un très bon canal d'acquisition. Oui, on peut avoir un site de e-commerce de l'autre côté. C'est une décision du chef d'entreprise. Voilà, mais c'est à l'aune en fait de la rentabilité. Ouais. C'est-à-dire que peu importe avec qui vous travaillez, que ça tout seul ou autre, vous devez regarder qu'une seule chose, c'est votre rentabilité. Et vous devez prendre des décisions froides. C'est pour ça que j'adore mon métier, moi, de data marketer. C'est une décision froide. Il n'y a pas j'adore le produit ou je déteste le produit. Il y a est-ce que c'est rentable ou pas et est-ce que ça contribue à l'atteinte de votre objectif à vous. Point. Si ça l'atteint pas, si ça le baisse et autres, on donne une chance au produit. Mais si ça le fait pas, on abandonne et on va sur autre chose. Et ça conclura, moi, ma partie à moi. Ce qui m'a fait décider d'aller sur Amazon, c'est que j'ai interviewé, alors ça fait super bien quand je le dis, une quinzaine de personnes dans le monde. Au tout départ, il y a 3 ans, 4 ans de ça maintenant, enfin 3 ans de ça. Et en fait, ces gens-là sont ce que je vais appeler, je le traduis sur ce terme-là, des nomades digitaux. C'est-à-dire que c'est des gens, en fait, qui ont lu ce célèbre bouquin qui est très marketé, La semaine de 4 heures. Alors, c'est pas vrai, on ne travaille pas que 4 heures, mais peu importe, il a des bonnes règles dedans. Et ces gens-là, en fait, ont disrupté le marché, en fait, sur Amazon en disant je fais une fiche parfaite comparée à des marques qui ne le font pas parfaitement. Et c'est là où je deviens meilleur, en fait, que des marques qui sont dites officielles. Ça, c'est le premier travail. Donc, travailler super bien ça. Mais la deuxième chose, et c'est ça, en fait, qui est la force de ces nomades digitaux, c'est qu'ils n'ont aucun état d'âme. Un produit n'est plus rentable, ils le dégagent de leur catalogue. Et c'est que ça, en fait. Mais tu le vis toi-même avec ton propre catalogue. Il y a des produits, en fait, qui sont en début de vie, qui sont géniaux. Tu leur laisses la vie. S'ils n'arrivent pas, tu les dégages. Et il y a des produits qui vont arriver en fin de vie, un jour ou l'autre. Et en fait, si un jour, ça commence à devenir une baisse de chiffre d'affaires et donc de rentabilité, en fait, au final, derrière, tu les dégages, quoi. Parce que, en fait, c'est ton baril de rhum que tu remplis pas. Et ton baril de rhum, c'est ta rentabilité. J'arrête. C'est très vrai. Enfin, il y a toujours, voilà, la data, c'est des 0 et des 1, c'est des oui et des non, c'est du rationnel. Il y a toujours le côté émotionnel de l'entrepreneur. Tu as passé énormément de temps sur ce produit, tu as géré plein de situations, etc. Donc, tu t'es attaché et tu es engagé émotionnellement. Et ça peut être dur de se dire, bon, ouais, ce produit me rapporte plus, ou voire il me coûte, il immobilise mon cash. Enfin, donc, au bout d'un moment, il faut savoir effectivement affronter la réalité. Et je pense que c'est une qualité de l'entrepreneur que de savoir regarder la réalité en face. Hein. On ne peut pas rêver. C'est ce que je te disais, en fait, au tout départ. Tu sais, quand j'ai pris une dette de 900 000 €, en fait, il y a 20 ans de ça, c'est ce que ça m'a appris, parce qu'en fait, je me suis accroché à mon truc en disant je vais pouvoir m'en sortir. Ça a accumulé de la dette. Et comme j'étais entreprise individuelle à l'époque, auto-entrepreneur n'existait pas, hein, c'était entreprise individuelle, tu te retrouves à connaître les 12 huissiers de Clermont-Ferrand par leur petit nom parce qu'ils frappent à ta porte, parce que tu n'as pas su dire non et dire j'arrête sur ce truc-là. C'est exactement ça, en fait, qu'il faut savoir faire, même si on a passé du temps, en fait, là-dessus. C'est que, au final, le vrai bon chef d'entreprise, c'est celui qui est agile et qui est capable de dire je me coupe un bras pour sauver tout mon corps, en fait, de l'autre côté. Je suis très anxiogène dans ce que je dis, mais je vois tellement, en fait, de gens qui me contactent en disant il me reste un budget de 500 €, qu'est-ce que je fais? Je lui dis t'arrêtes, parce que t'es pas capable sur un budget, sur un produit à 9 €, faut arrêter. Tu repars à zéro. Mais et c'est ce qu'ils achètent à des moments chez moi, c'est pas ce que je vends, mais d'être très froid non, on arrête. Mais normalement, c'est la première compétence que tu dois avoir en tant que chef d'entreprise, c'est savoir dire je laisse sa chance au truc, et si les chiffres sont bons, je continue. Je me laisse une chance de les améliorer. Si ça s'améliore pas, j'abandonne, mais toujours avec un filet de sécurité. En fait, le métier de chef d'entreprise, même on dit que c'est risqué, mais en fait, quand on le maîtrise bien, c'est le métier le moins risqué du monde, parce qu'en fait, tout le sujet, c'est de dire jusqu'à quel niveau de risque qu'on va.
Point. Et on arrête à ce moment-là. Et c'est ça un bon chef d'entreprise. C'est exactement, ça fait 1 an qu'on se suit l'un et l'autre. C'est exactement ce que tu fais tout le temps. Tu décides de ta prise de risque et tu vas pas plus loin. Tu joues pas au poker ou au loto. Ouais, parce que comme tout entrepreneur, je me suis brûlé les ailes sur plein de trucs et on apprend des leçons péniblement, lentement, mais avec un peu de chance, on les intègre et on avance. Écoute Cyril, ça a été un plaisir. Simplement pour donc les gens qui nous ont écoutés jusque-là, mais je suis sûr qu'ils sont nombreux, comment est-ce qu'on en apprend plus sur ta formation Bot Messenger? Comment est-ce qu'on te retrouve, qu'on te contacte, enfin tout ça? Pour faire simple, en fait, il y a un site qui s'appelle nanakia.fr, NANAKIA.fr. En fait, c'est un site web. Alors, il est fait de manière assez rapide, mais c'est le premier sujet. Puis après, vous pouvez me contacter sur LinkedIn, Cyril Benz. Je répondrai avec grand plaisir à toutes les questions en fait qui sont derrière. Mais le site Nanakia vous enverra en fait sur tous les différents lieux qu'il y a. Il y a un groupe Facebook, vous avez un lien et vous posez toutes les questions du monde dessus. J'y répondrai avec plaisir. Ouais. Il y a aussi la chaîne YouTube avec des vidéos très intéressantes, des replays de live qui sont très très riches. Dans tous les cas, je mettrai tous les liens en description. Et il me reste à te remercier, Cyril, pour tout ce que tu as partagé. Et je te dis à très bientôt. Merci. Au revoir. Voilà pour l'épisode. J'espère que ça vous a plu. Comme vous l'avez vu, Cyril, c'est quelqu'un qui aime énormément partager et qui a énormément de choses à partager. Donc, pour avoir eu accès à sa formation Messenger, je peux vraiment que chaudement vous la recommander parce qu'elle est vraiment très complète et ultra qualitative. Et je suis en train moi-même de mettre en place pas mal de chatbots dans différentes directions, aussi bien en acquisition que pour récupérer des informations clients et entretenir des conversations avec les clients suite à un achat de mes produits, notamment sur Amazon. Et qui sait, peut-être qu'on fera un épisode avec Cyril dans le futur pour faire le point sur ces chatbots et voir ensemble ce qui aurait amélioré ou à tester. Si ça vous intéresse, dites-le moi. Ça pourrait être une idée de futur épisode avec Cyril. Comme d'habitude, les liens mentionnés dans l'épisode sont en description, donc lien vers le site de Cyril, vers sa chaîne YouTube et aussi vers jams.fr si vous souhaitez plus d'infos par rapport à l'accompagnement ou aux formations qu'on propose. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin et je vous dis à très bientôt pour un futur épisode. Bye bye.